Bienvenue tout le monde à ce point de presse. J'ai à mes côtés Mme Tifo, que vous connaissez, et M. Marco Cruz, que vous avez déjà vu à plusieurs reprises au conseil d'administration et à d'autres points de presse dans le passé. Vous comprenez que moi, je vais faire mon topo et après ça, on va avoir une période de questions. Je vous demanderai de diriger vos questions à moi et on décidera entre nous là, qui sont les meilleures personnes pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, on est à 2 jours du premier anniversaire, jour pour jour, hein, du lancement du Rapibus. Rapibus, c'est la transformation du transport en commun à Gatineau la plus significative que j'ai jamais vue. Je n'ai pas besoin de vous dire ça pour que vous compreniez que c'est majeur et c'est pas simple en même temps. Le Rapibus d'aujourd'hui, c'est pas le Rapibus d'octobre 2013. On est ailleurs aujourd'hui. Ça va évoluer. Je vais vous en parler tantôt. C'est certain que des changements de cette nature-là, ça fait appel à des changements de comportement. Changement de comportement des usagers. Changement de comportement de nos chauffeurs aussi. Nouvelle infrastructure, corridor, nouveaux circuits. Un réseau transformé de façon assez significative. Changement de comportement de nos inspecteurs, c'est certain. Le réseau est plus grand, plus complexe. Et changement de comportement des automobilistes. Et ça prend du temps. Je vais vous donner plus de détails tantôt. La question se pose, est-ce qu'on est rendu au bout du processus d'amélioration continue? Certainement pas. Et est-ce qu'on est rendu au bout du processus d'adaptation? En fait, de l'excellent progrès. Et encore une fois, c'est un processus qui doit se continuer. Il y a eu des ajustements majeurs et importants qui ont été faits au cours de l'année et ça continue. Je ne peux pas vous parler aujourd'hui sans vous parler du contexte socio-économique de la région. Moi, j'utilise le chiffre de 25 000 postes là, qui ont été abolis au gouvernement fédéral. Ça se répercute dans toutes les sphères de notre société, dans toutes les sphères de notre économie. Vous êtes des gens des médias, vous comprenez que quand les entrepreneurs en construction nous disent qu'ils évacuent certains chantiers de construction parce que l'économie a ralenti, ça a un impact partout. Ça a un impact sur le transport en commun. Puis moi, j'insiste que ce ne soit pas perçu ça comme une excuse puis un prétexte pour la STO. C'est juste une réalité. C'est une réalité pour nous, c'est une réalité pour tous les entrepreneurs de la région. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, dont on n'a pas souvent parlé, puis comme politicien, je vais me permettre une parenthèse là-dessus. Et je ne veux surtout pas qu'elle soit perçue comme une critique pour les anciens administrateurs de la société. Ces gens-là travaillaient avec les circonstances et les contextes du temps. Mais moi, je questionne grandement le choix de la décision d'avoir lancé le Rapibus en octobre. Les experts en transport en commun vont vous dire que des changements au système du réseau de transport en commun ne se font pas à l'automne. La raison est assez simple, c'est que tout le monde revient des vacances, tout le monde a perdu ses habitudes, les gens n'ont plus les mêmes horaires, souvent il y a des familles, il y a des enfants qui commencent l'école et il y a une grande adaptation. On le voit là, quand on revient des vacances, là. On est en septembre, puis les rues s'engorgent. La congestion est plus significative que jamais et c'est instable pour un bout de temps. Donc moi, je questionne le choix d'avoir lancé le Rapibus à l'automne. Moi, je crois qu'il aurait été plus sage de lancer le Rapibus au mois de juin et je vais fermer cette parenthèse-là. Je dis ça tout simplement pour dire que ça l'a ajouté à notre défi. Et aujourd'hui, on doit faire face à ce défi-là et on le surmonte tranquillement et graduellement. Le conseil d'administration qui a été élu
en novembre passé, il y a presque un an maintenant, s'est approprié les enjeux de façon rapide, connaissant le centre d'urgence qui avait à agir, et on a pris plusieurs décisions courageuses très tôt dans notre mandat. Et ces décisions-là ont amené à une progression, à une amélioration et à une évolution du réseau tel qu'on le connaît aujourd'hui. Dès le mois de janvier, on a donné un mandat à la direction générale en 6 points. Ces mandats-là étaient axés sur un objectif central, c'était la qualité du service à la clientèle. Les gens vont peut-être nous dire, ça va de soi, vous êtes un service essentiel. Je vous dirais que cette valeur-là doit être centrale à toutes nos stratégies et on doit se le rappeler dans notre quotidien. Là, j'aimerais ça vous parler parce que ça explique pourquoi certaines décisions sont prises et ça met les choses en contexte. Moi, j'ai le goût de vous parler du profil de la STO parce que sans comprendre le contexte de la STO, parfois les décisions qu'on prend sont difficiles à comprendre. On entend souvent des usagers nous dire écoutez, là, la solution est simple, amenez-nous les express, c'est pas compliqué. Moi, je vais vous amener une autre réalité. On n'a pas des ressources illimitées là, à la STO. Et un de nos bailleurs de fonds principaux, c'est la ville de Gatineau. Et quand la ville de Gatineau nous remet la quote-part de la ville, ben, on fouille dans les poches des payeurs de taxes. Et moi, j'ai accepté la directive, le conseil d'administration de la STO a accepté la directive de la ville à plafonner l'augmentation de la quote-part. Donc ça, c'est une des réalités. Et ça va être inclus dans le budget de 2015. L'autre chose, c'est qu'on a 305 autobus à la STO. On n'a pas 310, on n'a pas 320, on n'a pas 400, on a 305. De ces autobus-là, on en a 61 qui sont des autobus articulés. On a 480 chauffeurs pour les opérer. Le budget de la STO se situe à environ 110 millions, puis des chiffres arrondis, là, il y a 60% de ce budget-là qui est dédié aux opérations, donc qui est dédié directement à l'offre de service. Et ça inclut l'entretien. Le matin puis l'après-midi, si vous vous mettiez au stationnement de la STO sur la rue Jean-Proulx, vous verriez 257 autobus qui sortent le matin, 257 autobus qui sortent le soir. Faites le calcul, là, on en a à peu près 305. De ces autobus-là, il y en a un certain pourcentage qui sont en réparation, puis il y en a un autre pourcentage qui sont déployés sur le réseau pour ce qu'on appelle être en stand-by. Donc moi, quand les gens me disent remettez les express, là, je ne veux pas dire oui, je ne veux pas dire non. La situation dont je parle, là, elle parle d'elle-même. Une autre contrainte, c'est que dans la région, on se doit d'être partenaire de OC Transport. Et OC Transport a des autobus qui déploient sur le réseau et on fait la même chose. On utilise certains axes qui nous sont communs. Celui le plus achalandé, c'est l'axe Wellington. Avec les ajustements qu'on a apportés à nos lignes, pas parce que la ville d'Ottawa nous l'a imposé en passant, il y a un certain aura autour de ça que je veux démystifier. Ce n'est pas une question de juste avoir agi sur les ordres d'Ottawa, mais au niveau de la maximisation de l'utilisation de cet axe routier-là, l'engorgement des autobus fait que c'était devenu inefficace de continuer à enfiler les autobus un derrière l'autre sur Wellington dans l'ancien réseau. Donc avec le déploiement de plus d'autobus articulés, on a réussi à réduire le nombre d'autobus sur Wellington d'environ 100 autobus par pointe. Maintenant, laissez-moi parler du choix du modèle de fonctionnement en rabattement. En octobre 2013, ce modèle-là était jugé le modèle approprié dans les circonstances, considérant les nombreux changements qui avaient été faits aux lignes de quartier.
Aujourd'hui, si vous me posez la question, est-ce que la STO est encore en mode rabattement à 100 %, la réponse est non. Aujourd'hui, on est en mode hybride. On a sorti quelques lignes du corridor, des lignes qui sont en train de prouver leur efficacité, puis cette réflexion-là se poursuit. D'ailleurs, cette réflexion-là va être encadrée dans un exercice dont je vais vous parler tantôt, c'est-à-dire une révision, une analyse complète du réseau Rapibus qui va se faire dans les prochains mois. Une autre réalité de la région, c'est la nature du territoire desservi. Je pense, Mme Tifo, qu'il est juste de dire qu'on est la seule société de transport qui offre une desserte de service sur 590 km² et qui a une densité aussi faible que la densité de la région. Et ça, là, c'est une caractéristique importante. Ce n'est pas des circonstances faciles pour faire du transport en commun. C'est excessivement difficile, c'est un très grand défi. Ce n'est pas une excuse. N'interprétez pas ça, puis je ne veux pas voir ça dans les journaux de main, disant comme la STO s'excuse de ne pas pouvoir offrir une desserte de qualité parce que le territoire ne le permet pas. C'est pas ça, c'est une réalité. C'est ça que je veux faire comprendre aujourd'hui aux citoyens de Gatineau. Maintenant, quel est le bilan qu'on fait? Je vais vous apporter deux perspectives. Je nierai pas le fait que c'est un investissement qui était censé être de l'ordre de 195 millions, puis aujourd'hui on est à 255 millions, puis qu'il y a 5 km du corridor qui a été fait. Pour moi, c'est une préoccupation du début du mandat, je l'ai dit, je le répète, et pour aller au fond de ça, il y a bientôt, en fait, l'appel d'offres est en rédaction présentement pour embaucher une firme externe qui va nous permettre d'aller au fond du questionnement sur cet investissement-là. Quand on construit une infrastructure, c'est vrai pour l'infrastructure qui appartient à la STO, c'est vrai pour les infrastructures de ville. L'infrastructure, là, ça a une durée de vie utile qui est dans les 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça dépend des infrastructures. Donc, le corridor, il est là pour rester. On l'a bâti pour qu'il soit durable et on l'a bâti pour qu'il soit une infrastructure qui nous permet d'optimiser notre réseau. Est-ce qu'après 12 mois, on peut déclarer succès et qu'on est en haut de l'Everest? Absolument pas. Là. Ça serait utopique de dire ça. Stabiliser un réseau et faire fonctionner une infrastructure comme le corridor, ce n'est pas une chose qui se tient sur 12 mois. Si vous avez suivi l'évolution de la mise en œuvre de réseaux dans d'autres grandes villes, on est souvent 24 mois après la mise en œuvre, puis on est encore en train de stabiliser. Pourquoi ça serait différent pour la STO? Donc, on est toujours en mode d'amélioration continue. L'investissement dans l'infrastructure, c'est 75 % d'un investissement de 255 millions. Si la STO ne fait pas cet investissement-là, puis ça c'est 75 % fourni par le ministère des Transports du Québec en passant, via le programme québécois d'investissement, si le Rapibus n'est pas construit, ce n'est pas un investissement qui se fait à Gatineau, c'est un investissement qui se fait ailleurs. Ça a un impact direct sur l'économie en créant des emplois directs à la STO et des emplois indirects ailleurs partout dans l'économie de la ville. Le corridor permet aussi un allimage du plan d'urbanisme de la ville et le plan d'urbanisme de la ville prévoit une plus grande densification autour du corridor du Rapibus. Pensez pas là, que la STO fait construire le Rapibus puis que la ville puis la STO ne se sont pas parlé. C'est pas accidentel cet événement-là, c'est planifié. Donc c'est un élément rassembleur et c'est un élément qui permet de maximiser les plans d'urbanisme de la ville à long terme. Bon, vous allez me dire, OK, là, M. Carpentier, mais ça ne règle pas le problème d'optimisation du réseau aujourd'hui, puis ça, je vais vous en parler tantôt. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est que vous avez juste à vous planter dans le trafic à 8 h le matin là, et vous stationner sur le pont des Draveurs, puis par le temps que vous allez être sorti du pont, là, les usagers de la STO vont avoir été transportés à leur lieu de travail en un clin d'œil, comparativement au temps que vous allez prendre à vous déplacer. Si vous voulez l'article, je veux faire un pitch publicitaire pour un journal en particulier, là, mais il y a un journaliste ce matin qui parle de son expérience de l'utilisation de la ligne
93 dans le journal Le Droit, pour ne pas le citer. Puis, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Moi, quand je me déplace en autobus, quand mon horaire me le permet, je prends la ligne 61, je débarque à la gare, j'embarque dans le 100 et souvent, il y a un autobus de ligne 100 qui attend, puis deux fois, il y en a deux pour répondre au volume. Et je suis à la maison du citoyen 35 minutes plus tard. Dans mon auto, là, 35 minutes plus tard, je suis encore quelque part sur le boulevard Fournier. L'autre caractéristique de l'infrastructure, c'est que bon, c'est 12 km en site propre. On déplace des autobus sans trafic, sans circulation. C'est 10 stations, comme la belle station où vous trouvez aujourd'hui. Sans l'investissement du Rapibus, ça n'existe pas. Une statistique que je viens d'apprendre cette semaine, c'est qu'on déplace à tous les jours, mais on permet à des cyclistes de se déplacer à tous les jours dans l'ordre de grandeur d'à peu près 800. On fait du comptage de cyclistes. Donc, quand le conseil municipal se donne l'objectif de refaire de Gatineau une ville, la capitale du vélo, bien là, on a déjà avancé. Là, on a 800 cyclistes qui se déplacent sur nos pistes cyclables à tous les jours. Donc, dans cette perspective-là, moi, les gens qui me disent que l'investissement dans l'infrastructure, ce n'était pas un investissement qui se justifie, je pense que l'investissement se justifie aujourd'hui. Puis, l'été prochain, quand on va se parler, puis que le pont des Draveurs va être complètement congestionné, puis qu'il va y avoir un déversement du trafic dans nos rues locales, on pourra se parler encore plus en profondeur de l'impact du Rapibus puis de l'infrastructure sur les déplacements en ville. Puis là, je ne vous parle pas des gaz à effet de serre, puis je ne vous parle pas du stress, puis je ne vous parle pas de tout ce qui vient avec ça parce que les gens sont pris dans le trafic. Maintenant, l'autre aspect des bienfaits du Rapibus, puis là, les gens vont dire, OK, bienfait, parle-nous-en un peu plus parce que pas tout le monde qui considère un bienfait, mais justement, je vais vous en parler. Dans des grandes transformations, on fait la transformation, puis à un moment donné, vient le temps là, où stratégiquement, il faut prendre un recul. Faire une transformation, puis gosser à vouloir la changer là, dans du changement à la pièce tout le temps. J'ai fait la transformation organisationnelle dans ma vie. Ça marche pas. Là. À un moment donné, il faut se dire, OK, on est rendu à une étape où on est à 80 de mise en œuvre, là, puis il nous reste 20 à ajuster. Puis là, il faut prendre un recul, puis il faut tester ce qu'on a mis en place. Je vous dirais qu'avec le Rapibus, on est pas mal rendu. On est rendu à l'étape où il faut avoir le courage politique, le courage administratif de dire on prend un recul. Puis là, prendre un recul, ça ne veut pas dire qu'on arrête. Ça veut dire qu'on continue à faire ce qu'on est bon à faire à la STO, c'est-à-dire de l'amélioration continue, de la supervision continue du réseau et qu'on fait les choix qu'on a à faire dans le quotidien. En même temps, il y a des décisions qu'on va prendre à plus long terme, puis on a des outils qu'on se donne pour faire ça. Je vais essayer de rester dans mon script, madame, je m'emporte, puis je sors du script. Je vais y arriver. Je vous disais tantôt que le réseau a évolué là, au point où moi, aujourd'hui, je ne parle plus d'un mode de rabattement à 100%. Un autre facteur, puis ça, c'est un facteur qui vaut ce qu'il vaut. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a moins de plaintes que les gens sont plus satisfaits, mais c'est un indice. Les plaintes ont réduit considérablement. On était à des ordres de grandeur très significatifs. Là, on était dans 4000, 5000 plaintes. C'est de quelle grandeur? 4200. 4000 par année. Donc, 1200 juste en octobre l'année passée, 4000 cette année. Aujourd'hui, là, on est à... Non, 4000 par année. Je vais vous laisser dans un petit peu vous l'expliquer. C'est le genre de situation aussi mieux que je laisse ça aux experts. Okay. En fait, au mois d'octobre, suite à la mise en service, on a eu environ 1200 plaintes sur habituellement une moyenne annuelle de 4000. Donc, ça, c'est le portrait de l'an passé. OK. Les gestes qu'on a posés. Ceux qui ont suivi la STO depuis la mise en œuvre du Rapibus, décision significative en janvier 2014 et injection de 1 400 000 $ dans la bonification de l'offre de service, les lignes particulièrement là, à l'est de la ville, Buckingham et tout ça. D'autres ajustements en 2014 qui étaient plus
repositionnement de lignes qui avaient été mis dans le mauvais sens du circuit, du réseau, tout ça, qui n'avaient pas un impact financier. Plus récemment, je vous dirais, c'est là qu'on commence à parler d'un mode hybride. Plus récemment, j'ai demandé, puis permettez-moi de prendre le crédit, c'est rare que je fais ça personnellement, mais dans cette fois-ci, je veux dire que j'ai insisté pour que 2 lignes soient sorties du corridor pour tester la 85 et la 88 en mode hors corridor, 88 en hors de pointe PM et la 85. Ce qui est intéressant, c'est que je reçois personnellement des courriels qui me disent « Je vous remercie de cette décision-là, on se réabonne à la ST ». Je vais faire un lien avec l'autre statistique que je vais partager tantôt. Ce que les gens me disent, c'est que ça a amélioré leur temps de déplacement de la 85, ce que les gens me disent, c'est le temps de déplacement du matin et du soir, c'est moins 15 minutes, donc 30 minutes de moins pour le déplacement total en journée. En moyenne, les changements qu'on a faits, on peut parler d'une variation positive de 5 à 15 minutes dans le temps de déplacement. Les gestes qu'on a posés aussi, là, on parle de retourner à la base là, de certains concepts de transport en commun. On a une meilleure adhérence à nos horaires. On a une meilleure synchronisation de nos lignes de façon à synchroniser le déplacement des lignes dans le corridor vers les lignes de quartier, ce qui nous permet de mieux respecter nos temps planifiés tels que mentionnés dans le guide des usagers. Donc, on parle ici de rapidité, flexibilité, fréquence, fiabilité, qui sont tous les objectifs de base pour le transport en commun. Et c'est les objectifs qu'on se fixe et qu'on continue à utiliser comme référence et qui va orienter notre réflexion pour la revue l'analyse du réseau qu'on s'apprête à faire bientôt. Vous n'irez pas que la pointe de l'après-midi demeure problématique. La pointe de l'après-midi demeure problématique pour plusieurs raisons. Une de ces raisons-là, c'est le départ de Wellington, c'est pas simple, sauf qu'on a apporté des modifications significatives qu'on pourra vous expliquer tantôt. Laissez-moi parler de l'achalandage maintenant. Là. Au niveau de l'achalandage, la perspective n'est pas aussi sombre qu'on voudrait bien le dire. Là-dessus, je vais commencer par le côté encourageant et positif. Notre achalandage de septembre, donc qui est coup de dire qu'il y a un lien avec le changement à la desserte du 25 août, où on a fait des ajustements comme ceux que j'expliquais tantôt. L'achalandage, comparativement à septembre 2013, est augmenté de 1,6 %. Donc ça, c'est pas non significatif, c'est important à retenir. Surtout que le mois de septembre, c'est un de nos meilleurs indicateurs, parce que là, c'est le retour des vacances et c'est la reprise des activités qu'on pourrait dire normales. La baisse de l'achalandage, on pourrait croire qu'il y a un lien, une corrélation directe avec l'arrivée du Rapibus. Et la baisse d'achalandage avait commencé déjà en septembre 2012. Donc, ce n'est pas un lien direct et aussi facile qu'on voudrait bien le laisser croire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la demande de certains membres du conseil d'administration, puis je vais saluer mon ami Pierre Benoît ici, là, qui a demandé des statistiques d'achalandage par secteur. C'est très intéressant de voir que l'achalandage des secteurs desservis par le Rapibus, selon les statistiques qu'on a utilisées, est en hausse par rapport à l'an passé, tandis que l'achalandage des secteurs non desservis par le Rapibus est en baisse. On parle de l'ordre de grandeur de 2 % pour le Rapibus et moins 4 % pour le non-Rapibus.
Donc ça, je pense que c'est à noter, parce que ça démystifie l'impression que le Rapibus a joué un rôle négatif sur l'achalandage. Maintenant, une projection en fin d'année, si la tendance se maintient, là, on pourrait terminer l'année autour d'un moins 1,3% dans l'achalandage. Ça va dépendre du redressement de l'achalandage. Si la tendance de septembre se maintient pour les restes de l'année, ça va être réduit de façon probablement significative. Pour des termes de comparaison, et encore une fois, ce n'est pas utilisé comme une excuse, une réalité. OC Transco, qui n'a pas à jongler avec le défi de mettre en œuvre une transformation d'un réseau majeur comme la STO, la réduction d'achalandage est 2 fois plus élevée que celle de la STO. Donc, on parle d'à peu près 3 de baisse d'achalandage au OC Transco. Ça, moi, je vous dirais qu'il y a un lien direct à faire avec la perte d'à peu près 25 000 emplois dans la région. Bon, est-ce qu'on est arrivé au bout du chemin? La réponse est non. Il y a encore du travail à faire, puis ça, on en est conscient. Là. Notre objectif là, est toujours dans le but de maximiser le service. Et au cœur de toutes nos stratégies, c'est le service à la clientèle. Et on met les efforts pour y arriver. Moi, j'ai un message pour les gens de Templeton, c'est que la priorité à moyen terme, c'est justement de régler la problématique de des lignes à Templeton. Et là, ici, il va y avoir un désaccord entre moi et les citoyens de Templeton. Les gens pensent que l'investissement dans le corridor pour le prolongement jusqu'à Lorrain serait une erreur. Moi, je vous dirais que le prolongement jusqu'à Lorrain fait partie de la solution. Ça ne fait pas partie du problème. C'est simple à comprendre. Plus on est loin du corridor, plus c'est un défi de faire le raccordement avec les lignes de rabattement. Et plus c'est un défi d'amener les lignes éloignées du corridor, dans le corridor. Peu importe le mode de fonctionnement qu'on va choisir, que ce soit en rabattement ou une ligne comme la 85 et tout ça, là, ça reste problématique. Moi, l'exercice qu'on a fait depuis le 3 novembre 2013, j'appelle ça passer les lignes dans l'entonnoir. La STO a 62 lignes, 62 lignes. Donc, l'exercice qu'on a fait depuis octobre, c'est de prendre ces lignes-là et les passer dans un entonnoir. Il y en a certaines qui sont passées au bout de l'entonnoir, puis on les a corrigées, on les a améliorées, sont plus efficaces. Sont plus efficaces sur un plus grand ordre de grandeur à la pointe du matin que la pointe de l'après-midi. Il y en a certaines qui ne passent pas dans l'entonnoir parce qu'ils sont plus problématiques. J'ai mentionné Templeton tantôt, et ça nous aide à orienter nos stratégies. Un petit mot sur les stationnements incitatifs. Les stationnements incitatifs, il y a 2 nouvelles là-dedans. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont remplis à capacité. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont remplis à capacité. Les terrains, là, on n'en invente pas à la STO, on n'est pas dans l'immobilier. Puis même si on voulait, on utilise les terrains qu'on a de disponibilité. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas être plus direct que ça là-dessus. Le terrain sur la brosse, il est plein. Et ce que ça fait pour nous, c'est que ça nous amène à nous questionner, OK, ils viennent d'où ces gens-là? Et ça nous amène à nous questionner, à savoir si ces gens-là se déplacent, ça veut dire que l'offre de service par rapport aux lignes doit continuer à être améliorée. Il y a un lien direct, selon nous, avec la qualité de l'offre de service et l'accès au stationnement incitatif. Maintenant, ce n'est pas la solution à tout. Là. Il y a des gens qui doivent utiliser leur autobus pour se rendre, leur auto, c'est-à-dire pour se rendre au parc au bus, au stationnement incitatif, simplement parce qu'en chemin, il y a la garderie, il y a des obligations familiales et tout ça.
Donc, c'est une option qu'on offre à nos usagers pour bonifier le service. Je vous ai parlé tantôt de l'examen du réseau. Il y a une analyse en profondeur du réseau qui va être faite. L'accent va être mis à ce stage-ci sur le réseau Lapibus. Le mandat a été approuvé par résolution hier au conseil d'administration de la STO. Et l'objectif, là, c'est de prendre un recul, c'est d'avoir un œil neutre. On cherche une firme externe pour vous aider là-dedans. Il y a deux raisons. Une des raisons, c'est que l'équipe de planification qui fait l'analyse des lignes est utilisée à leur max. On ne peut pas leur imposer leur travail quotidien et en plus faire l'analyse des lignes, ils ont besoin d'aide. Donc, une firme externe va venir les aider à faire le travail et ça va être un travail complémentaire entre les experts de la STO et une firme externe. Puis, ce qu'on veut, là, c'est vraiment un regard critique. Qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui a besoin d'être ajusté de façon à pouvoir préparer la desserte d'octobre 2015. Je veux préciser qu'entre-temps, on ne reste pas à ne rien faire. Je vous ai parlé de la priorité à trouver des solutions pour la ligne de Templeton. Donc ça va faire partie de nos plans à moyen terme. Au plan budgétaire, le réseau, lors de l'entrée en service, là, il respectait les budgets. L'analyse du fonctionnement du réseau a été opérationnalisée à l'intérieur des budgets disponibles. On a fait certains réajustements d'allocations budgétaires pour pouvoir avoir accès à notre réserve d'investissement dans les améliorations de services. Là. Donc, en tout, on a investi 1,4 million, qui était une combinaison de 700 000 de budget de cette année et un ajustement du budget de 2014, de 2015, c'est-à-dire c'est bien 2015, c'est un ajustement de rectifié. Donc, c'est un peu un emprunt qu'on a fait simuler sur le budget de 2015. OK, à quoi on peut s'attendre maintenant, à partir de maintenant? Je le répète souvent, mais c'est un outil dans la boîte à outils qui est important, c'est l'analyse en profondeur du réseau. Le mandat va être octroyé bientôt, l'appel d'ordre devrait sortir tout à fait prochainement. Il y a la révision complète du projet Lapibus. Je vous l'ai expliqué tantôt. C'est un autre levier pour nous qui est important pour pouvoir expliquer aux citoyens de Gatineau cette dépense-là, pour pouvoir expliquer aux citoyens de Gatineau ces produits en cours de gestion de projet, autant au niveau gestion du projet, gestion financière et gestion des contrats. L'achalandage, c'est sûr que ça demeure notre souci principal. Avec l'achalandage viennent les revenus et avec les revenus viennent des investissements dans l'offre de services et c'est certain que ça doit faire partie de notre priorité centrale. Réinvestissement dans l'offre de service, ça veut dire qualité de l'offre de service, donc la chaîne et la spirale est repartie et c'est ce qu'on vise et je suis très encouragé par l'augmentation de l'achalandage en septembre. Donc, on poursuit nos efforts pour l'optimisation de l'offre de service. On mise sur le développement de nouveaux marchés aussi. On a fait cet été, on a fait un genre d'essai pilote d'accès à la carte ZAP auprès d'étudiants des institutions scolaires, ce qui semble avoir porté fruit. C'est une cible de clients qu'on a dans notre mire parce que c'est les étudiants d'aujourd'hui, mais c'est les utilisateurs permanents de l'avenir. Donc, on a certaines stratégies de mise en marché qu'on continue à exploiter. C'est sûr qu'on veut fidéliser ces nouveaux marchés-là pour nous aider à remplir nos autobus. C'est ça le but, remplir nos autobus. On est à compléter aussi l'étude du transport rapide dans l'ouest de la ville. Le ministère des Transports nous a demandé d'explorer des options et de les définir dans un niveau de détail qui est un peu différent de ce à quoi on est habitué. Ce qui fait que cette étude-là va être tablée autour du printemps ou de l'été 2015. J'ai
J'ai mentionné tantôt le lien avec la mobilité durable. Il va de soi que la STO, quand on établit nos priorités, nos stratégies, on parle à la ville, on parle aux organismes communautaires et on pense grande ville et on pense mobilité durable. Une des solutions de mobilité durable, c'est le transport en commun. Moi, j'arrête là. Ça fait le tour. Mme Tifo, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'est vous? On prépare bien. Eh bien, on va procéder à la période de questions. Tout simplement adresser la question à la personne.